mais merci une fois de plus d'être là, ça fait super plaisir. On a déjà fait un podcast ensemble qui était cool, on avait parlé des muses. Oui. Et d'ailleurs, en t'attendant tout à l'heure, je te présentais et je disais que ça t'a, en termes de notoriété, de parler des muses, c'était ton kick-off quand même pas mal, j'ai l'impression. Ça a été mon kick-off, ouais. Et j'en ai fait qu'une vidéo, j'en ai jamais refait depuis. J'ai pas refait beaucoup de muses depuis que j'ai fait cette conférence qui m'avait fait connaître, mais j'ai essayé de passer au niveau un peu supérieur. Donc des muses, mais à l'international, un peu plus ambitieux, moins passif, mais scalable, qui est un synonyme avec ambition. Trop bien. Et ce que tu me disais, c'est qu'en fait, dans le premier podcast, une muse, c'est ni plus ni moins qu'une start-up, mais avec moins d'ambition. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé je crois qu'on avait fait ça il y a 2 ans, t'en étais où à ce moment-là, et là aujourd'hui, t'en es où, avant qu'on parle de The Quest? Très simplement, la société sur laquelle je travaille aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 ans. Donc aujourd'hui, ça s'appelle The Quest. On a rebrandé il y a 1 an et demi, 2 ans. Je l'ai démarré donc il y a 5 ans sous le nom The Secret Company. La vision initiale, moi j'avais travaillé 2 ans à The Family. Et ce qui m'avait frustré, c'était de ne pas pouvoir assez mettre les mains dans le cambouis. Donc je voulais un peu créer mon The Family, mais sur des beaucoup plus petites promos. On voulait faire à l'époque 3-4 sociétés qu'on sortait de terre littéralement chaque année, sur le modèle du Startup Studio que je découvrais à l'époque. Et je me lance 2 mois avant le Covid. Et à ce moment-là, la vision, c'est les entrepreneurs que j'ai préférés à The Family, c'était les entrepreneurs bootstrap, ceux qui ne levaient pas des fonds, ceux que j'avais trouvé le plus fort et ceux avec qui j'étais copain. J'ai trouvé que c'était plus mon ADN, donc ça a été plus naturel de démarrer comme ça. Le hasard a fait que des années 2020 à 2023, les valorisations des startups se sont complètement envolées. C'est toutes les startups que vous voyez aujourd'hui qui sont en train de se crash juste parce qu'elles n'arrivent pas à aller chercher une valo supérieure. Donc nous, c'était de la pure chance. C'était que vraiment, je préférais l'autofinancement. Et pendant 3 ans, sur cette thèse de Startup Studio Bootstrap, The Secret Company, on a créé une dizaine de sociétés. On est passé au cumulé de 0 à 10 millions d'ARR. On a fait quelques apps mobiles, quelques logiciels SaaS et quelques agences, dont My Name is Bond. Aujourd'hui, on fait plus d'agences. Et en fait, il y a 2 ans, il nous arrive un truc marrant, c'est que 2 de nos startups, au bout des 12 mois d'accompagnement avec nous, ont eu des propositions de levée de fonds. Une qui a levé 1 million d'euros et l'autre qui a levé 3 millions d'euros. À ce moment-là, on a jugé que c'était un bon outil à la levée de fonds pour eux. Et on s'est dit, c'est bête d'être dogmatique. C'est pas parce qu'on se dit être bootstrap qu'il faut rester bootstrap. Dans certains cas, la levée de fonds est un bon outil. Donc ces 2 sociétés-là ont levé. Et il s'avère que les 2 fondateurs, l'un avait 18 ans et l'autre 19 ans. Naturellement, le deal flow d'entrepreneurs qu'on attirait avec notre startup studio, c'était des plutôt jeunes. Et nous, on voyait que c'était avec ceux avec qui on avait le meilleur résultat. Et il s'avère que c'était des jeunes, ce qu'on appelle drop-out, donc déscolarisés, très geeks, des vrais nerds, des vrais codeurs. Et on s'est dit qu'on s'était peut-être trompé de vision et de thèse, et que notre thèse, c'était ça, c'était créer le startup studio pour les drop-out, les très jeunes. Et donc on s'est renommé The Quest. À ce moment-là, on s'est intéressé au modèle des centres de formation de football. Donc prenons l'AS Monaco, centre de formation de l'AS Monaco. Ils vont miser sur des jeunes qui ont 17 ans, ils vont leur payer leurs études, ils vont même les payer, et ils vont être incentivés avec un pourcentage sur leur succès futur. Donc à chaque contrat, les 3 premiers transferts de Kylian Mbappé, le centre de formation de l'AS Monaco touche un gros chèque. C'est exactement le modèle d'un startup studio, à quelques détails près. Donc on y a trouvé un parallèle intéressant, et on s'est dit qu'on allait créer ce centre de formation pour les Kylian Mbappé de la tech. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle The Quest. On est une petite équipe d'artisans de 10 personnes. Et chaque année, on accueille entre 5 et 10 jeunes qui ont entre 17 et 27 ans et qui veulent monter une start-up à l'international. Depuis 1 an, on est super content. On a un partenariat avec Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel, qu'on n'a pas encore annoncé publiquement, et donc qui nous aide à cofinancer tous ces jeunes. Il a bien aimé l'initiative et il nous aide à financer tous ces jeunes qu'on propulse. Et aujourd'hui, on fait toujours après le même métier. On crée chaque année une dizaine de startups. Il y a un tiers d'apps mobiles. Donc ça va être des apps mobiles consumer type nouveau réseau social ou app utilitaire à abonnement. Ça va être des logiciels SaaS. Et ça va être des boîtes beaucoup plus de science-fiction futuriste. Ça va être de la deep tech. Et dans les grandes lignes, par exemple, ça va être des jeunes qui veulent inventer une nouvelle technologie blockchain. Imaginez par exemple, il y a une dizaine d'années, Vitalik Buterin qui décide de créer le réseau Ethereum. C'est exactement la typologie de jeunes qui viennent nous voir. Et nous, notre vision, c'est on veut faire ça pendant le plus longtemps possible. Et on espère arriver à propulser le maximum de jeunes, dont on espère un peut-être futur Zuckerberg. Et pour ça, notre thèse, c'est on leur donne 100 000 euros.
donc ils sont cofinancés avec Xavier Niel. On les accompagne pendant 12 à 18 mois pour faire sortir de terre l'idée qu'ils ont en tête. En général, ils sont soit déjà déscolarisés, soit ils le deviennent grâce à notre chèque de 100 000 € qui leur permettent de quitter l'école. Et nous, on va travailler avec eux pendant 12-18 mois sur toutes les fondations de leur boîte. C'est les aider à affiner leur vision, bien identifier, comprendre granulairement le problème qu'ils attaquent, les aider à bâtir la bonne solution pour résoudre ce problème avec une vision futuriste, les aider à trouver les bons cofondateurs quand ils n'en ont pas, et les aider à trouver un product market fit, le fameux, et les aider, s'ils le souhaitent, à lever des fonds avec les bons investisseurs. Et en général, dans ces 12 mois-là, on les envoie tous très rapidement à San Francisco pour aller voir des investisseurs américains. Ouais, donc il y a aussi une partie culture, rencontrer du monde, vraiment comprendre les codes de la startup, comprendre tout ça, quoi. Ouais. Donc tu as un vrai enjeu à sourcer des cofondateurs. En fait, le Startup Studio, pour moi, c'est un peu le métier de rêve. On a tous envie de lancer des projets comme ça, etc. Il y a un vrai enjeu sur les cofondateurs. C'est quoi pour toi en fait, ton process de recrutement justement de ces cofondateurs? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui veulent obtenir ce chèque de 100 000, être backés par vous, avoir une core team qui les soutient, etc. Donc toi, c'est quoi tes critères de sélection? Ouais, nous, 5 ans après, là cette année, on va clôturer l'année avec à peu près 1 millier de candidatures. Sur le millier de candidatures, il n'y en a que 200 qui sont intéressantes au premier abord quand on les lit, donc on prend 200 appels. Et sur les 200 appels, on va signer entre 5 et 10 jeunes par an. Donc tu vois, c'est un funnel très simple. Mon conseil, c'est... Alors déjà, le Startup Studio, c'est un modèle horriblissime, c'est le pire modèle du monde. Il y a très peu d'effets composés. Tous les 12 mois, on doit repartir de zéro. Ça demande un effort incroyable. C'est pas comme si vous avez travaillé 3 ans très dur sur un business model et l'année numéro 4, vous sentez qu'il y a de la structure, il y a des fondations et vous pouvez un peu vous reposer sur les fondations que vous avez bâties. Nous, tous les 12 mois, on recommence. Donc, spoiler alert, je vous déconseille de démarrer un Startup Studio. Si vous voulez faire de la tech et si vous êtes créatif et que vous aimez à démarrer de nouveaux projets tout le temps, il y a des meilleurs business models connexes, voisins du Startup Studio. Mais le conseil que je donnerais, c'est bâtir une marque forte et très identifiable, très nichée, très singulière. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou sur le marché pour les 17-27 ans. Il y avait énormément d'incubateurs, Startup Studio pour les plus âgés, pour les repeat entrepreneurs. Il y en avait pour plein de segments, mais il n'y en avait pas pour les 17-27 ans qui étaient déscolarisés, nerds. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, on entend souvent les mecs ou les nanas qui se font financer par des VC, très souvent c'est HEC, plutôt j'ai fait du conseil, deuxième carrière, etc. Là, vous faites des gens qui ont droppé, ouais, et des très très jeunes. Donc ça pose pas de problème pour les financer, justement? On va pas voir les mêmes investisseurs. Okay. Ceux qui croient que en les repeat entrepreneurs, malheureusement, on leur parle pas et ils veulent pas nous parler. Par contre, ceux qui ont les reins très solides et qui sur du très early stage, nous on fait du pré-seed, voire pré-seed. On arrive le jour où il y a juste une idée dans la tête d'un jeune et on se dit allez, on croit en son énergie, on croit en sa vision, on y va. Mais oui, ça rebute beaucoup d'investisseurs. Maintenant, il y en a quelques-uns, dont Xavier Niel, qui ont adoré l'initiative, qui sont peut-être reconnus eux-mêmes dans le passé, okay, et qui se sont dit il y a des talents, il y a des jeunes talents incroyables en France, il n'y a pas de structure pour les adresser, c'est la structure qu'on a voulu créer avec The Quest, et leur pari c'est que si on tient 10 ans et qu'on accompagne une centaine de jeunes, on espère qu'il y ait un mini Zuckerberg français. Mais pour ça, il faut créer la marque qui les attire, donc pour le deal flow, qui est comme tu l'as dit, hein, le fondamental d'un startup studio, c'est son deal flow RH de cofondateur. Mais il y a aussi le design de la structure qui doit être adapté à la typologie de profil avec laquelle tu travailles. Prenons un des plus connus en Europe, Exact, qui font ça depuis, je crois, 13 ans. Eux, ils ont plus une typologie... Anciennement eFounders. Anciennement eFounders, ex-McKinsey, HEC, Polytechnique. Nous, on va chercher plutôt du lycéen et universitaire, très geek, très nerd, codeur, déscolarisé, qui a une énergie complètement différente. Et on pense que pour les mettre dans les meilleures conditions, il faut que le plus vite possible, on les envoie à San Francisco. Okay. Et tu vois, ça fait partie du design. Je vois. Et tu vois, on est beaucoup ici, il y a Jérémy qui est là, en fait, ma question elle vient en voyant Jérémy, on est beaucoup à vouloir, on a à peu près les mêmes projets sur ça, à vouloir que nos centres de coûts, par exemple, moi c'est le cas par exemple avec les ads, le centre de coûts, on paye un prestat pour faire des ads, mais en fait j'ai tout intérêt à rentrer au capital de mon agence, de cofonder une agence en dessous de ma boîte principale. Jérémy, il fait ça avec ses coachs, il a des coachs avec qui il s'associe, et on est plein ici à vouloir le faire. Donc on a un petit peu notre studio, on a au moins nos prises de participation, avec des prestataires qui deviennent nos associés,
et ces centres de coûts deviennent des centres de profit. On est plusieurs à vouloir le faire. Et est-ce que, du coup, au niveau du recrutement de la personne, si on n'a pas identifié, toi, tu nous conseilles d'avoir quel profil du coup? Plutôt geek, plutôt nerd? Moi, j'étais persuadé qu'il fallait plutôt des profils sales, que ça se passait mieux quand c'est des profils sales. Ça dépend les sociétés que vous co-créez, ça dépend quelle typologie elles ont. Si c'est des sociétés de services, des agences, des firmes de consulting, je pense effectivement que des profils sales feront des meilleurs DG, directeurs généraux pour ces agences-là. Si vous faites des startups, dans l'ère dans laquelle on entre encore plus avec l'IA, je pense qu'il y a un defensibility mode à être soit excellent en tech, soit excellent en marketing international. Donc je vous conseillerais plus de chercher des profils CTO ou CMO internationaux. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, là, tu nous donnais des chiffres sur l'ARR. Ça a été quoi les leviers justement de croissance qui vous ont permis en 5 ans d'obtenir ces trucs-là? Si on balise un petit peu le parcours, c'était quoi les trucs qui vous ont fait accélérer aussi vite? Et 5 ans après, on a 20 lignes au portfolio, donc on a créé 20 sociétés dans lesquelles on a à peu près 20% d'equity, de participation. Aujourd'hui, l'année dernière, donc fin 2023, on venait de passer les 22 millions d'ARR cumulés sur ces 20 sociétés. Si tu regardes granulairement dans notre Excel, il y a 5 sociétés sur les 20 qui font ces 22 millions d'ARR en réalité. C'est un Pareto extrêmement resserré avec du 95%, 5%. Donc on a un SaaS qui fait 6 millions d'ARR, un studio d'app mobile qui fait 6 millions d'ARR, et après tu as 2-3 sociétés qui font 3-4 d'ARR, tu vois. Ok. Et le fait d'avoir arrêté les agences, oui. C'est une volonté, c'était pas dans la vision, c'est plus un sujet pour le financement, ou c'est justement des freins à la croissance, ce genre de... On a arrêté les agences parce qu'on pouvait se le permettre. Okay. C'était un moyen d'autofinancement, parce que le pire business model à financer au monde, c'est les startup studios. Il y a très très peu d'investisseurs qui veulent les financer, parce qu'en fait, à comparaison, vaut mieux mettre un ticket dans un fonds d'investissement. Le startup studio va être plus risqué. Alors, pas dans les faits, mais en tout cas dans l'imaginaire et dans la perception, oui. Donc les investisseurs détestent les startup studios, ce qui fait que nous, avant d'avoir des résultats, on n'aurait pas pu convaincre Xavier Niel il y a 5 ans. Il a regardé aussi ce qu'on a fait ces 4 dernières années. Donc nous, on a arrêté les agences parce qu'on pouvait se le permettre aujourd'hui et pour se concentrer 100% sur des projets tech startup. Maintenant, on l'a fait à l'époque par nécessité, de besoin de cash flow, mais on l'a fait aussi par anomalie. Quand j'ai démarré il y a 5 ans The Quest, je voulais faire une cour de récré entrepreneuriale où on crée des projets. Il n'y avait pas de vision encore extrêmement claire. Et il s'avère que quand on avait des problèmes identifiés sur le marché qu'on voulait résoudre ou des idées qui popaient dans notre tête, on ne se demandait pas si c'était des boîtes tech ou des boîtes de services. On montait le projet et on regardait comment facturer les clients. Il s'avère que par hasard, on a fait une agence de services qui s'appelait SEO Secret, une agence productisée / SaaS qui s'appelle My Name is Bond, et après énormément de SaaS et d'app mobile. Et donc c'était une anomalie qui nous a bien été, qui nous a sauvé le cul, et aujourd'hui on n'avait plus besoin. Ok. Et comment vous distribuez le focus? Parce que quand vous avez une vingtaine de projets à suivre, ta core team, elle est distribuée comment? Et comment tu peux accompagner au mieux les différents projets? Parce qu'on est plein ici à avoir différentes activités. On peut avoir des activités en physique et des activités en ligne. Le point commun qu'on a tous ici, c'est qu'on a des activités en ligne. On peut être multi-entrepreneur et on a des difficultés à distribuer notre focus. Donc toi, c'est ton métier de créer des projets. Donc comment tu... Ça dépend comment tu le fais. Si tu es un entrepreneur solo qui se dit j'ai de la bouteille, j'ai du cash, j'ai peut-être du leverage d'influence médiatique, je vais prendre des participations dans les sociétés ou créer un écosystème de sociétés autour de ma société centrale. La question, c'est le deal que tu fais. Tu vas voir un entrepreneur et la bonne façon de le faire selon moi, c'est de lui dire tu vas être le DG de la boîte, je ne vais être que le facilitateur, que l'actionnaire plus expérimenté, que le mentor. Voilà, il faut trouver la bonne terminologie pour vous définir, mais il faut que le deal soit clair. Tu peux lui vendre de l'influence, tu peux lui vendre de l'apport en capital ou tu peux lui vendre de l'accompagnement. Je vous déconseille de vendre de l'opérationnel. Aucun humain, même Elon Musk n'arrive à gérer que 3-4 énormes boîtes en ce moment. Aucun humain ne peut gérer plus d'une boîte sérieusement en réalité. Donc ça finit mal en général ces histoires. Donc je vous conseille d'avoir des deals très clairs, de dire je prends 20% dans ta boîte, mais mon job ça va être de te ramener telle chose. Et une façon très précise, c'est un deal, un contrat. Dans le cas d'un startup studio, c'est un peu différent. L'écueil des startup studios, c'est arriver à sortir de l'opérationnel au bout de 12, 18, parfois 24 mois des sociétés qu'elles co-créent. Donc le sujet, c'est de faire sortir de terre les sociétés, qu'elles aient des fondations assez solides avec des cofondateurs, un product market fit, de la croissance pour pouvoir
ne plus être indispensable à la croissance des projets. Donc, c'est faire des enfants indépendants. Et l'écueil de beaucoup de startup studios, c'est de ne pas arriver à sortir de l'opérationnel. Et pour ça, pour moi, il faut être radical. Soit, en fait, success is obvious. Tu vois, nous, les 5 boîtes qui font nos 22 millions d'ARR dans le portfolio des 20 boîtes, on a été très clair à un moment de dire, c'est bon. Vous avez une belle ligne de revenus, vous avez des cofondateurs, vous avez un PMF, on a fait notre job, on sort de l'opérationnel progressivement. Vous pouvez toujours nous appeler, on répondra toujours, mais on ne peut plus mettre du rythme avec vous au quotidien, ce qu'on faisait les 12-18 premiers mois. Et il faut aussi le faire malheureusement pour ceux qui n'ont pas de succès. Il faut savoir prendre sa perte et se dire, voilà, j'ai travaillé 18 mois, success is obvious, et dans le cas de la majorité des startups, tu ne trouves pas de product market fit aussi bon sois-tu. Et donc il faut prendre sa perte et dire, on arrête. Pour pouvoir redémarrer un cycle je redémarre un cycle de sortage de terre de nouvelles sociétés. Et donc, de la même façon qu'un accélérateur le plus connu aux États-Unis, c'est Y Combinator. Maintenant, ils font 4 batchs dans l'année et ça dure 3 mois. Et après, tu as toujours un Slack où tu peux poser des questions, mais tu n'es plus prioritaire. Ceux qui sont prioritaires, c'est le nouveau batch de 3 mois intense à San Francisco. Et ils s'identifient comme des entrepreneurs, parce qu'en fait, ils sont quand même pouponnés, les gens que vous avez. Donc, vous devez les accompagner, mais ne pas trop les materner. Moi, récemment, j'ai vendu une de mes boîtes. Il s'avère qu'un mois et demi après, ils ont décidé d'arrêter l'activité. Et j'ai vendu à mes cofondateurs. Donc, j'ai l'exemple où, en fait, ils n'ont pas l'âme d'entreprendre, en fait. Et donc, moi, je prends ça comme un fail. Parce qu'en fait, moi, je suis sorti, je suis bien sorti. Mais je prends ça comme un fail. Toi, comment tu gères ça ? Est-ce que vraiment ils ont cette niaque de l'entrepreneur ? Oui, ça nous a pris, je pense, bien 3 ans à bâtir cet œil pour les jeunes entrepreneurs qui postulaient chez nous pour monter des boîtes avec nous. Ça nous a pris 3 ans à développer cet œil de savoir, en fait, qui avait la flamme de l'entrepreneuriat et aurait réussi sans nous, mais en beaucoup plus de temps, et qui ne l'avait pas. Donc on a eu des histoires similaires où quand on sortait de l'opérationnel, les boîtes s'effondrent. C'est toujours des échecs et il faut arriver à en apprendre. Mais c'est arrivé. Alors il y a un double jeu. C'est bien détecté en amont pour être sûr que tu acceptes des vrais entrepreneurs qui ont les reins solides et qui ont la flamme de l'entrepreneuriat. C'est assez animal, il faut le sentir. De l'autre côté, il faut pendant les 12-18 mois où tu travailles avec eux pour mettre du rythme et bâtir ces fondations, il y a une dynamique où nous, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont très jeunes et qu'ils ont une plastique cérébrale qui font qu'ils apprennent très vite. Et ce qu'on traque à la semaine, c'est leur courbe d'apprentissage, nous, en interne. Et donc, rapidement, on voit ceux qui ont la meilleure courbe d'apprentissage, ceux qui vont être indépendants le plus rapidement possible. Et donc là, nous, on regarde à chaque fois. Notre métier, c'est d'abord de faire devant eux pour qu'ils apprennent. Ensuite, on fait avec eux. Et ensuite, ils font et on regarde. C'est comme ça que même on fait apprendre du deep learning. Tu fais devant eux, tu fais avec eux, et après c'est un peu pareil pour des employés jeunes que tu dois former. Et donc nous, ça nous prend 12-18 mois, et tu as un sujet à la fin où pendant 6 mois, il faut s'effacer de façon, en général, assez lente pour être sûr que tu n'es pas un facteur de risque et que la boîte ne va pas s'effondrer le jour où tu n'es pas tous les jours sur le terrain. Mais c'est un facteur de risque réel des startups studios, tu as raison. Est-ce que tu identifies justement d'autres facteurs de risque ? Oh, il y en a plein. En entrepreneuriat, le facteur de risque numéro 1, c'est marrant, je prenais un café avec Boris, le partenaire de Partech Ventures, qui est un gros fonds d'investissement dans les startups en France, qui me disait, alors eux, ils font de la seed et du série A, ils ont 30% de leur portfolio qui s'effondre parce que les fondateurs s'engueulent, ou il y a un désalignement entre fondateurs. Donc le plus gros problème en entrepreneuriat, c'est l'humain et c'est les relations humaines. Ok. Et ça, tu arrives à le détecter ? Est-ce que d'ailleurs, C'est super dur. Ok. C'est super dur parce que c'est cyclique. Tu peux avoir une équipe qui vit très très bien ensemble pendant 3 ans et qui, sur un nouveau cycle, va très mal vivre ensemble. En plus, c'est souvent lié à des facteurs exogènes. Quand la boîte va très bien financièrement, c'est rare que les gens s'engueulent. On trouve toujours des raisons pour mettre sous le tapis les petits défauts qui nous gênent. C'est quand il y a des problèmes financiers qui se prennent sur la table que ça va moins bien. Maintenant, il arrive qu'il y ait des projets à énorme succès se désalignent, mais pour des raisons très personnelles, quoi. Genre, ils font une soirée, il y en a un qui drague la mauvaise meuf et ils s'engueulent. C'est aussi trivial et idiot que ça. C'est des histoires humaines, c'est comme les couples. C'est vraiment. Okay. Donc, et c'est imprévisible. C'est pour ça qu'il faut prendre une cadence de pari et se dire que nous, dans notre cas, on se dit qu'on va y minimum, ça fait 5 ans, on va encore y jouer minimum 5 ans à ce jeu-là. Sinon, en fait, on n'aura pas de feedback loop pour avoir appris de notre jeu. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, quand tu fais du freelancing ou du service de l'agence,
tu vas délivrer un client. En général, tes 100 premiers clients, tu les délivres assez mal. Mais à chaque fois que tu délivres mal, à peu près tous les mois, tu as une feedback loop où ils te disent « j'ai bien aimé comment tu m'as servi, j'ai pas aimé comment tu m'as servi ». Au bout d'1 ou 2 ans, quand tu fais une agence de consulting, tu commences à être bon. En général, même si tu n'es pas très intelligent, tu deviens bon. Le problème en startup studio et en fonds d'investissement, c'est que ta feedback loop, elle est à 10-15 ans. Donc si tu joues pas au jeu à 10-15 ans, tu n'as même pas une feedback loop. Imagine. Ouais. C'est le pire business model au monde. Ok, très clair. On a identifié en préparant cette intervention, on a identifié 3 business models que vous faites tourner. Ouais. Le métier d'agence, le métier de la formation et les SaaS. Ouais. Est-ce que tu es OK qu'on prenne pour ces 3 cas-là, éventuellement une étude de cas chez vous Ouais, bien sûr. et qu'on identifie les trucs qui ont fonctionné, Ouais. les trucs qui ont peut-être pas fonctionné, Grave, avec plaisir. et comme ça permet à chacun de se rattacher, d'être inspiré et puis un peu de rattacher à sa propre expérience personnelle. Ouais, avec plaisir, carrément. Let's go. Au niveau des agences, du coup, tu parlais d'SEO secrète et tu parlais de My Name is Bond. Ouais. Tu voudrais qu'on prenne lequel? Plutôt, alors My Name is Bond, il y a une technologie en back, mais la vraie valeur de My Name is Bond, c'est sur le service client. Donc on s'est rendu compte que c'était une typologie de software, de technologie, que les clients aimaient pas piloter et avaient du mal à piloter. Donc on s'est dit que si on rajoutait une couche de account manager. Tu peux repitcher déjà la proposition de valeur de My Name is Bond? Très simple, c'est un software de prospection automatisé sur Instagram. Il y en a plein. Il y en a des vraiment pas chers que tu peux gérer toi-même, mais tu prends des risques de bannissement, etc. Nous, on dit, on pilote à ta place. Il y a un service client très réactif. En réalité, tu payes le service client et l'assurance de nous, on pilote mieux l'outil que l'humain moyen. Mais donc, si tu regardes dans les unités économiques, ça ressemble beaucoup plus à un SaaS. C'est du MRR, on calcule le churn. Ça n'a pas les unités économiques d'une agence. Donc, autant prendre SEO Secret. Ouais. D'accord. Alors, quelle est donc là-dessus la proposition de valeur de cette agence-là? C'est faites de votre site web le numéro 1 sur Google en search organique SEO gratuite. Et au niveau des datas de ce projet, au niveau du nombre de clients ou du chiffre Alors, c'est une agence qu'on est en train de revendre en ce moment, mais entre le jour 0 et l'année 1, on est passé de 0 à 50 000 euros de CA par mois. Okay. Et c'est toujours resté à peu près à ce niveau-là. À savoir qu'on avait une petite particularité, nous, on les a très mal opérés, ces agences, parce qu'on les obligeait à être capés à pas plus de 50 000 euros d'ARR. De MRR, pardon. Pour quelle raison? En fait, on voulait garder une culture produit en interne, donc on préférait que dans nos séminaires, ça parle de logiciels, d'app mobile, etc. Et on voulait pas une double culture avec des gens qui parlent consulting et des gens qui parlent produit. Donc on obligeait nos agences à ne pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires annuel. Ok. Du coup, c'est ce seuil de 50K, vous l'avez atteint. C'était quoi les leviers qui ont permis de le faire et surtout de le maintenir? C'est intéressant le fait que ce soit maintenu. Ce qui nous a fait... Alors, il y avait un vrai trou sur le marché. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de... On s'est lancé avec le positionnement de Uber vs Taxi. Donc, on disait, toutes les agences SEO se foutent de votre gueule, vous surfacturent et vous vendent des slides. C'était partiellement vrai, mais assez vrai pour que les gens s'identifient et disent c'est vrai. Et d'ailleurs, assez pour qu'il y ait une armée de consultants SEO sur Twitter avec des avatars et des têtes avec des petits pingouins, tu sais. Ouais, l'anti-agence. Qui nous ont défoncé parce qu'on s'est lancé comme une agence SEO pirate avec un positionnement, le e-commerce du SEO où on affichait nos prix en transparence sur le site et avec des prix fixes, donc pas à la tête du client. Exactement ce que ne faisait pas le marché. C'était une super stratégie de go-to-market parce qu'on s'est directement positionné comme l'agence SEO pirate et donc on attirait à nous les clients qui avaient eu des mauvaises expériences avec des agences SEO. Mais au final, tu vois, 5 ans après, on est une agence c'était un bon go-to-market pour pénétrer le marché. Maintenant, on est une agence traditionnelle et on vend des accompagnements entre 1 000 euros et 6 000 euros par mois et on te staffe un consultant chez toi. Donc, c'est très traditionnel. Non, c'est hyper intéressant quand un marché est structuré de se construire contre ça. Ouais. Avant d'avoir de la preuve sociale et ensuite donc c'est ce qui te fait vendre au départ, c'est ton positionnement et ensuite après c'est ta preuve sociale qui reprend le relais quand tu as tes premiers résultats clients en fait. Exact. Et c'est pas une agence. Franchement, aujourd'hui, c'est 90% de bouche à oreille, l'acquisition. Ok. Donc, et je pense que s'il y a une seule chose, c'est que les consultants font très bien leur travail. Ok. Genre, on a de la très bonne perf. Et du coup, les choses qui vous ont. Les apprentissages, donc les trucs un peu plus négatifs que vous avez découverts en lançant cette agence, par exemple les pièges à éviter, disons ça. Nous, pour chacune de nos agences, donc on avait un directeur général
On montait ces agences pour le coup à 50-50. C'était un objectif de survie pour nous, de cash flow. Et en fait, on les a très mal montés. Avec du recul, je le ferai un poil différemment. Aujourd'hui, si tu prends SEO Secret, ce n'est pas une société qui est incorporée, donc elle n'a pas de bilan comptable. C'est une filiale de The Quest et c'est un Stripe. Or, aujourd'hui, on essaie de les revendre. Donc tu vends un asset, tu vends pas une boîte. En fait, tu vends un asset, tu vends un fonds de commerce, mais tu ne vends pas une boîte avec des bilans comptables, des consultants, etc. Et donc, tu le vends avec une énorme décote pour une raison aussi simple, c'est que l'acheteur qui va racheter SEO Secret ne peut pas faire effet de levier auprès d'une banque pour lever de la dette et racheter SEO Secret. Donc, il est obligé de l'acheter en cash flow propre, voire nous en faisant un étalement de paiement sur 36 mois. Tu le rachètes forcément avec un discount parce qu'il y a une forme de défiance où, OK, il peut vérifier les Stripe, mais un Stripe, c'est pas aussi granulaire qu'un bilan comptable. Donc, c'est quelque chose à penser, c'est qu'une agence, sa valeur, c'est un multiple sur son EBITDA et la qualité de ses consultants. Pareil, nous, on le faisait en mode très mal, c'est-à-dire qu'on le faisait en mode collectif. On a tous les consultants des SEO Secret sont des freelance SEO qu'on sélectionne, qu'on nurture, etc. et qu'on forme, mais qui sont que à mi-temps avec nous. Il n'y en a aucun à plein temps. Et donc, ils sont tous en freelance. C'est le format, tu sais, un très mauvais format que tout le monde a arrêté, c'est le collectif de freelance. Ça, tu perds énormément de valeur parce que quand une firme de consulting rachète ton agence, en fait, elle rachète le pool de CDI que tu as et les talents. Ok. Donc nous, tu vois, en fait, par rapport à la valeur réelle que vaudrait SEO Secret si on l'avait bien fait, aujourd'hui, on va le vendre 30% du prix. T'imagines une décote de 70%. Parce qu'une problématique de structuration dès le départ. Mal structuré, mal fait, ouais. Ok. Donc, en gros, si je monte un business inside, un business d'agence, tu me conseilles directement de créer la boîte, de te préparer à le vendre, en fait, même si c'est pas l'intention initiale. Oui, de le faire de façon très traditionnelle avec une société, un bilan comptable et des CDI. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça se fait. Très clair. Est-ce que, parmi ceux qui font de l'agence, vous avez des questions sur cette partie-là? On fera une partie questions-réponses à la fin, mais peut-être qu'il y a des questions dès maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à vous lever la main et je vous donnerai le micro. Sur la partie formation, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà ce que vous avez mis en place? Parce qu'on en a beaucoup entendu parler de vos marques, et notamment ce que tu fais avec Sacha. Ah oui, ok, Revoltrain, ok. Pour le coup, Revoltrain, c'est une de nos startups, donc dans l'éducation, qui a levé 3 millions d'euros. Mais les apprentissages de Revoltrain, ouais, sont intéressants. C'est une équipe pour le coup, de marketeurs. Tu vois, quand je te disais, soit tu prends des énormes geeks, des CTO pour monter des startups, soit tu prends des énormes marketeurs internationaux. C'est une équipe de marketeurs et de marketing américains qui étaient à titre personnel très mécontents de l'éducation en France, en tout cas du système éducatif supérieur, donc des écoles post-bac, et donc qui n'étaient pas contents de la façon dont ils étaient designés, et ils se sont dit, il faudrait qu'on crée des écoles qui apprennent des métiers très concrets, donc deviens monteur vidéo, deviens community manager, des métiers modernes, en 3 mois au format bootcamp, et où n'importe qui en France, où qu'il soit, puisse suivre des écoles. Pour faire HEC, il faut être à Paris. Là, on voulait que n'importe qui dans la Creuse puisse avoir accès à une formation de très bonne qualité, la génération Internet. Et donc, on a créé Revoltrain avec l'envie de faire des écoles avec des campus virtuels, des écoles digitales. Et le vrai unfair advantage de Revoltrain, le vrai secret, parce que toute startup a un secret de fabrication, c'est le marketing à l'américaine. Là où les écoles traditionnelles font des salons à Paris pour recruter ses étudiants, ou vont faire, je sais pas, des prospectus, nous, on faisait des ads sur Instagram avec un funnel parfait qui amenait un webinaire. Et en webinaire, tu avais 2 heures de show où à la fin, tu étais closé sur une école qui te coûtait 3 000 euros pour les 3 mois, pas 15 000 euros à l'année. Et donc, le secret de Revoltrain, c'est de savoir faire du marketing à l'américaine, là où toutes les écoles françaises sont très mauvaises en marketing. Ouais. Moi, ce que j'adore dans cette proposition de valeur, c'est là, tu vois, je vois, il y a David qui est là. David, il accompagne des vendeurs de formation, infopreneurs ou organismes de formation dans le marketing, avec une part de variable. Et en fait, c'est une autre façon d'expliquer le métier que vous avez mis en place, vous. En vrai, et là, vous êtes trop fort, c'est dans le branding que vous apportez, quoi. Ouais, on s'est inspiré du marché de l'infoprenariat et des méthodes des infopreneurs en termes de marketing, mais on l'a juste appliqué à une école plus traditionnelle. Et donc, potentiellement revendable sur le marché du private equity, parce que des écoles, c'est un actif qui se rachète très bien. Tu vois, une école, ça se rachète entre 10 et 15 fois l'EBITDA. C'est un des plus gros EBITDA, multiples de rachat en EBITDA du marché. Et du coup, vous avez résolu un problème, et il y a beaucoup de monde ici qui se pose la question.
du personal branding, parce que du coup, c'est l'école. Vous vendiez de la formation, mais c'était la compétence que vous vendiez, et non pas le personal branding. Et ici, il y a plein de personnes qui aimeraient sortir de ça. Donc, comment vous avez... Après, c'est pas le challenge qu'on a encore réussi le mieux, parce que sur de l'éducation, rien de plus puissant qu'un gourou ou qu'un infopreneur. On a plus tendance à faire confiance à un humain qu'à une marque. Maintenant, pour avoir une marque aussi qui donne autant confiance qu'un humain, ça demande des années de travail pour bâtir cette marque. Et je pense, tu vois, Revoltrain s'appelle Freeland la première année et demie. On a renommé Revoltrain parce qu'on voulait aller sur le marché US. Et donc, la révolution du training, Revoltrain, et qu'en plus, dans le branding, on voulait aller faire un contre-pied à l'école qui est très statique, qui est un bâtiment. Nous, on voulait un train dans lequel tu rentres, tu ressors rapidement, tu vas d'un point A à un point B, c'est très technologique, ça avance vite, et c'est pas le gros bâtiment lent qu'on imagine. Donc, j'espère qu'ils arriveront à prendre les US, mais on n'a pas encore réussi cet enjeu de marque. Assez bien. D'ailleurs, si on marketait beaucoup mieux les professeurs qui sont dans ces écoles-là, je pense qu'on aurait encore des coûts d'acquisition encore moindres. Parce que rien de tel qu'un humain, un gourou, un infopreneur. Et comment est-ce que tu arrives à capitaliser entre les différentes écoles? Est-ce que tu arrives à avoir un actif commun, des leads par exemple, ou hormis le savoir-faire et l'apprentissage que tu cumules, qu'est-ce que vous arrivez à mutualiser quand même des choses entre les différentes écoles? Oui, quand les boîtes sortent de notre studio au bout de 12-18 mois, je peux un peu raconter leur histoire et ce qu'on a fait avec. Après, je ne peux pas raconter tous leurs secrets de fabrication, bien sûr. sinon c'est de l'espionnage industriel. Mais oui, c'est un des gros enjeux d'arriver à mutualiser les leads sur les différentes formations. On a quelques stratégies. Ok. Donc, les pièges à éviter sur la distribution de formation, la création d'écoles, pour toi, quel est le truc, l'erreur que vous avez pu commettre qui pourrait nous éviter de... Je pense que sur Revoltrain, on a fait très peu d'erreurs. Maintenant, les cartes sont dans leurs mains et j'espère qu'ils iront très loin. Quand on vend de la formation, on l'a dit, il y a un enjeu aussi il y a un enjeu il faut l'incarner très souvent par un humain. Ouais. L'enjeu du cofondateur, justement, est-ce qu'il est différent par rapport à un SaaS où en fait, le SaaS, tu vends quand même le cofondateur est un peu plus anonyme, entre guillemets. Ça dépend. Ok. Ça dépend, mais oui, si tu as un bon SaaS, si tu as un bon SaaS, il va se vendre sans égérie. Maintenant, tu vois, Steve Jobs le disait, et on est dans une ère où quoi que tu fasses, quoi que tu vendes, quelle que soit son entreprise, produit, service, infoprenariat ou quoi que ce soit, ne pas incarner sa marque au démarrage en tant que fondateur, c'est une perte de valeur pas maligne. Il faut le faire. Maintenant, il faut, tu vois, c'est marrant, il faut avoir la clairvoyance, je dirais, quand tu as des fondations solides. Je dirais année 3-4, tu vois, dans cette timeline-là, d'arriver, et je l'ai vu ça, chez certains entrepreneurs qui l'ont réussi, en fait, au bout de l'année 3, 4, 5, ça peut être des concurrents ou des fonds de private equity qui vont te faire des propositions de rachat ou qui vont commencer à te renifler, vont faire des petites due deals très light et qui vont te dire « Ah, en fait, facteur de risque trop grand, tu es trop l'égérie de ta boîte. Or, si je te rachète, je vais pouvoir te loquer 2-3 ans en tant qu'employé, mais on connaît l'histoire avec les earn-out, tu vas rester qu'un an, 1 an et demi. En bref, tu es un trop gros actif de la boîte pour que j'arrive à bien la valoriser, cette boîte, et faire un ROI sur 10 ans derrière. » Donc, à ce moment-là, en général, ça choque les entrepreneurs. La bonne façon de le faire, je peux vous partager le secret, je l'ai vu, c'est qu'à ce moment-là, il faut comprendre qu'il faut arriver à se mettre en retrait sans casser la machine à acquisition de ta boîte qui est très dépendant de ton visage. Et la bonne façon de le faire, c'est d'arriver à trouver un pool, soit 1 ou 2 égéries qui sont littéralement des influenceurs que tu vas payer, qui vont devenir un peu comme Dior, hein, l'égérie annuelle de ta marque, soit mettre en avant une dizaine d'employés de ta structure qui vont prendre le relais et dans un cycle de 2 ans additionnels, les faire s'effacer. Et en fait, tu as un cycle où les 3 premières années, tu es l'égérie de ta marque en tant que fondateur. Les 3 années suivantes, c'est soit quelques influenceurs égérie annuelle, soit tes employés. Et d'année 6 à 9, il faut qu'il n'y ait plus d'égérie. Il faut que tu aies une marque assez solide pour qu'elle tienne tout seul et que ta machine d'acquisition ne repose plus sur ta tête. Très clair. Et c'est un écueil c'est un écueil qu'ont eu beaucoup de DNVB qui sont nés dans les années 2015. Je ne vais pas les citer, mais vous les aurez en tête. Gros problème quand dans année 5, tu es toujours... les gens connaissent plus ta tête que ta marque. Gros problème. Ok.
Vous avez pivoté du coup vers le troisième business model pour aujourd'hui, vous faites le SaaS, c'est quand même votre gros. Aujourd'hui, on fait vraiment un tiers de SaaS, un tiers d'app mobile consumer et un tiers de deep tech et trucs très tech. Ouais. Voire, on se rend compte que nos plus gros succès, ils sont toujours sur du B2C consumer, qu'on n'est pas si bon que ça en B2B, qu'il y en a d'autres qui font beaucoup mieux que nous. Donc là, tu vois, notre plus gros succès de l'année dernière, c'est une app mobile pour aider les couples à avoir une meilleure relation. Ça s'appelle Cray. On est présent dans 7 pays, on fait 10 millions de views par semaine en organique sur TikTok. On fait à peu près 1000 abonnements par semaine aussi. Enfin, on les touche là. Mais on est meilleur en consumer en réalité. Ok. Et justement, pourquoi vous êtes meilleur? Qu'est-ce qui fait que vous avez. Le B2B, c'est très dur, très concurrentiel. Je pense qu'on a une typologie d'entrepreneurs, les 17-27 ans, qui voient beaucoup mieux l'avenir que les plus de 30 ans. Parce qu'en fait, ils sont déjà dans la génération du futur. Et vu que c'est des entrepreneurs qu'on interroge peu, quand on les interroge, on se rend compte qu'ils ont des très bonnes idées d'app mobile. On le voit, hein, Zuckerberg, il démarre Facebook, il est à Harvard, il avait 21 ans, quelque chose comme ça, 20 ans. Et nous, c'est la typologie Et nous, à titre personnel, l'équipe The Quest, je pense qu'on est plus des créatifs que des corporate guys. Ici, là, il y a deux entrepreneurs qui sont sur des projets pas similaires mais complémentaires sur de l'IA et notamment du setting, de la conversation avec de l'IA, avec de la voix et avec des messages. Est-ce que tu as c'est le début enfin, la tech est en place pour ces deux entrepreneurs-là, et en plus ils sont assis à côté l'un de l'autre. Et du coup, est-ce qu'au niveau de la distribution, au niveau du plan d'action, est-ce que tu aurais quelques recommandations tu connais pas le modèle, tu sais pas tout ça, mais déjà voilà quelques conseils sur la roadmap pour le déploiement de ça, la distribution de ce genre de service. Donc, ils font de l'IA setting et c'est par téléphone ou c'est sur WhatsApp. un réseau social précis? WhatsApp, essentiellement. WhatsApp, ouais. WhatsApp. Donc, de l'IA setting Insta WhatsApp. aussi, non? Ok. Ouais. D'accord, ok. WhatsApp, Insta, LinkedIn, je le redis pour le micro. D'accord. Je peux vous donner plein de conseils, mais la question c'est quelle est votre problématique du moment? Je vais vous donner un conseil non sollicité bateau. L'IA sur des usages aussi précis que vous voulez faire le setter IA ultime, je pense que ça va être un marché complètement fragmenté et que dans chaque pays, il y aura des centaines de players qui font la même chose. Donc ton enjeu, c'est la brand. Comment tu fais une brand que les gens identifient, adorent et qui te permet de facturer plus cher, d'avoir une LTV plus grande, des niveaux de marge plus grands. Je vous donnerai ça comme conseil non sollicité. Après, je serais curieux de connaître vos problématiques du moment pour mieux vous conseiller en vrai. Ok, trop bien. Et les grandes étapes, quand on est sur ce genre de projet-là, du coup, ça me fait une transition toute trouvée, parce qu'on devait parler du modèle bootstrap versus la levée de fonds. Ouais. Est-ce que ce genre de business-là, c'est un business qu'il faut bootstrapper ou sur lequel il faut lever des fonds? Moi, aucun doute. Vous bootstrappez. Vous n'avez pas un CTO de génie dans l'équipe? Si? Un CTO incroyable, un cofondateur tech incroyable. Ou vous vous branchez à des LLM type Llama, OpenAI et compagnie? Vous vous branchez, ok. Si tu veux pas de tech propriétaire, de toute façon, je pense que tu n'arriveras pas à lever avec des gens sérieux et je vous déconseille de lever. L'IA, comme vous la faites, c'est le futur du SaaS ou le futur des agences. Il va y avoir tout le monde qui aura son agence IA, entre guillemets, ou tout le monde qui aura son micro SaaS ou son IA très niché. Levez pas et essayez de faire un maximum de cash. C'est le futur des PME. Ok, très clair. Et justement, tu parlais que tu étais un fan du bootstrap. Moi, j'adore aussi, par culture, en fait. Si tu aimes faire des muses, tu aimes gagner de l'argent sur Internet, naturellement, tu es plutôt orienté bootstrap. Mais aujourd'hui, vous avez un deal avec Xavier Niel qui est en train de se mettre en place, ou qui est à son démarrage. Ça a été quoi pourquoi, en fait? Pourquoi, du coup, passer sur ce modèle-là? C'est quoi les avantages de la levée de fonds? Est-ce qu'au final, c'est le même métier? Dans l'ADN, il y a quoi qui change, surtout? Ouais. Je suis très content qu'on ait démarré par 3 ans de culture interne bootstrap, parce que le bootstrap, c'est une culture du « je suis connecté au réel du marché ». Je fais de l'argent, je gagne de l'argent ou je n'en gagne pas. Là où, quand tu fais des startups, tu peux vite tomber dans un monde imaginaire rempli de déni où tu arrives parce que tu pitches bien et que
tu as compris comment prendre de l'argent aux investisseurs, si tu sors de la bonne école avec quelques slides, tu peux lever 2, 3, 4 millions d'euros et en fait ne pas avoir de clients et ne pas être un vrai entrepreneur. Le bootstrap a cette vertu d'être connecté au réel, de devoir tous les jours regarder ton chiffre d'affaires. Maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds et on fait des boîtes plus ambitieuses, c'est qu'on a des boîtes qui ont des cofondateurs tech, des CTO mini-génies, qui bâtissent de la tech rare, qui ne vont pas, tu vois, se plugger à des LLM, etc., qui bâtissent leur propre LLM, par exemple. LLM, tout le monde est familier? Large Language Model, c'est le socle technologique d'une intelligence artificielle. Donc par exemple, nous quand on a des jeunes qui sont en capacité de bâtir leur propre tech et une tech rare, ça c'est un actif qui rend légitime une levée de fonds. Et donc la question c'est, la levée de fonds, son outil c'est aller plus vite à l'international que tout le monde. Parce que même si tu bâtis une tech rare, il est très probable qu'il y ait une centaine d'équipes dans le monde qui soient en train de plancher sur le même problème et la même tech. La question, c'est comment toi, tu gagnes et comment tu es le leader. Donc, pour ceux qui veulent jouer à des jeux de leader international, la levée de fonds est un bon outil. Si tu as envie d'y aller tranquillement, à ton rythme, d'être connecté au réel, pas être emmerdé par des actionnaires, ce que je comprends grave, et que tu as une tech qui n'est pas si rare, que tu fais plus une PME technologique, on va dire, ne lève pas. Okay. Mais je conseillerais à tout le monde de démarrer par le bootstrap. C'est la meilleure école entrepreneuriale quand tu fais de la tech. Et là, on a dans la salle des gens qui ont très bien gagné leur vie grâce à leur entreprise, qui ont réussi à sortir des dividendes, qui ont réussi à sortir des belles rémunérations, et qui lancent de nouveaux projets. Ouais. Est-ce que tu leur recommandes comme ça, alors, évidemment, tu n'as pas tout le contexte, je sais bien, mais de remettre le cash qu'ils ont généré, en risque dans de nouveaux projets, ou est-ce que vaut mieux solliciter le Other People Money, voilà, est-ce que tu recommandes de lever, juste d'un point de vue patrimonial, sans parler du projet? Il y en a plusieurs qui l'ont fait récemment. C'est une question tellement personnelle, ça dépend de la nouvelle boîte que vous montez, ça dépend combien vous avez cash out, ça dépend de votre situation matrimoniale, familiale, ça dépend de trop de facteurs. Maintenant, je vais essayer de prendre comme contexte général pour les 50 là, qui est ici aujourd'hui, le fait que vous participez à ce mastermind à Bordeaux. Si vous participez à ce mastermind à Bordeaux, je vais partir du postulat que vous aimez bien la culture franco-française, vous n'êtes pas encore dans des sujets d'internationalisation. Et si vous avez déjà vendu une boîte ou déjà sorti des dividendes, vous avez une expérience entrepreneuriale assez solide. Démarrer avec votre propre argent, je pense que c'est une meilleure stratégie dans votre cas. Ne pas lever des fonds. Ouais, surtout que si vous regardez bien, déjà que depuis Paris, il y a très très peu de startups sérieuses qui sont fondées. Depuis Bordeaux, même si j'adore Bordeaux, encore moins. En vrai, si tu es sérieux et que tu veux jouer au jeu startup, tu vas à San Francisco. Moi, c'est une de mes grosses réalisations. J'ai travaillé à The Family pendant 2 ans. J'étais au cœur du réacteur. Et je pense que... Alors, The Family, c'est autant un succès qu'un échec. Et moi, en étant employé là-bas, je prends ma part de responsabilité. Je suis en partie responsable de comment ça a terminé. Mais a posteriori, c'est plus facile de rationaliser a posteriori. L'erreur stratégique de The Family, c'est d'avoir voulu ramener la Silicon Valley en Europe ou en France. C'était une très belle tentative qui n'a pas si bien marché que ça, parce qu'aujourd'hui The Family n'est plus. Mais maintenant que j'ai ce recul, je sais que c'est impossible. Je pense que fondamentalement que c'est impossible et qu'en art de la guerre, une bien meilleure stratégie, c'est quand tu montes une start-up, tu peux la démarrer les 6 premiers mois en France. Si tu es sérieux et que tu veux vraiment jouer au jeu start-up sérieusement, tu vas à San Francisco dès que possible. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est la réalisation et je me suis dit, je ne vais pas être dans le déni, je vais l'appliquer à nos jeunes fondateurs, on va les envoyer à San Francisco dès que possible. Trop bien. Est-ce qu'il y a des business models, on a parlé de l'agence, on a parlé de la formation et du SaaS, sur lesquels c'est absolument pour toi pas impossible mais très compliqué de lever? Ça dépend ce qu'on appelle lever. Je pense que tu peux lever avec tout business model. C'est juste qu'il y a des typologies d'investisseurs différents. Il y a des investisseurs qui investissent dans des agences. Maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça des levées de fonds. Ça va être en général, c'est plus des racheteurs d'agences ou des gens qui deviennent assez majoritaires. Les levées de fonds, c'est vendre 20% de son capital sur une dizaine de tours de table. Et si tu arrives à faire les 10 tours de table, tu as même plus qu'une licorne et tu peux rentrer en bourse et tu peux exit, etc.
tu peux lever, quand on dit lever, tu peux lever en dette. Hein. En fait, c'est un abus de langage en réalité. Mais donc, tous les business models peuvent lever. Maintenant, il y a des business models, tu vois, l'infoprenariat, ça vaut pas trop le coup de lever. Tu prends, moi, un modèle que je connais très bien, c'est les applications mobiles consumer. Il y a une forme de financement qu'on connaît assez peu qui s'appelle le publishing, qui est très inspiré des labels de musique. Imaginons que tu démarres une application mobile utilitaire qui est une application qui t'aide à faire tes étirements tous les jours. Il y en a peut-être qui ont besoin de s'étirer dans la salle, on est tous en remote ou dans nos bureaux à Vichy. Ton application, elle coûte 5 € à la semaine, c'est un format d'abonnement de 5 € à la semaine, tu commences à faire, tu viens d'atteindre les 10 000 € de MRR, revenu récurrent mensuel. Si tu penses que tu peux faire un leader international, va lever des fonds avec des VC, du venture capital. En revanche, si tu n'as pas envie de t'emmerder avec des actionnariats et rentrer dans cette roue du hamster où il va falloir lever tous les 24 mois et prendre l'international, tu peux aller voir ce qu'on appelle des publishers, qui sont des sortes de labels musicaux. C'est des banques qui ont beaucoup d'argent en banque et qui ont des super équipes marketing qui vont te dire « file-nous ton app sous gestion et nous, avec notre équipe marketing et notre cash, on va arroser l'international pour la faire scaler ». Et donc, en général, c'est un contrat de 3 ans où tu vas faire, ça dépend comment tu négocies, quel est ton leverage, mais ils vont prendre 80% des revenus. En fait, vous allez partager la marge tous les mois. Ils vont prendre souvent 80% de la marge et toi 20%. Ça peut être du 70-30 si tu as un peu de leverage, jusqu'à au mieux du 50-50. Et c'est vraiment inspiré de l'industrie musicale. Et dans les apps mobiles, ça fait partie des business models anomalies où il y a un système de publisher. Et je ne crois pas qu'il y ait de publisher pour les agences de services. Je pense qu'il y a des publishers pour les infopreneurs, pour les infopreneurs, un peu, en tout cas une inspiration du publishing. Et il n'y a pas vraiment de publishing pour les startups. Hyper intéressant. Et il y a un de tes associés qui a démocratisé, qui a beaucoup parlé du fait de productiser une agence, Ouais. ce terme-là. Est-ce que je vois Gab qui était je crois que tu as acheté la formation d'ailleurs là-dessus. Hein. Ouais, t'étais le premier à acheter la formation. Ouais. Tu dis ça parce que tu as relevé un bug sur le funnel, c'est ça? Non. Souvent, quand tu es le premier, c'est toi qui remonte le bug au support. Non, mais du coup c'est un terme que vous avez beaucoup utilisé. Moi, je tanne tous les membres du mastermind à standardiser ce qu'ils produisent, ceux qui font du service. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je suis en énorme désaccord avec mon associé sur ce sujet. Donc, je ne vais pas prêcher sa paroisse. J'ai fait quelques agences et ce que je pensais être quelques agences productisées. Je pense que c'est, avec du recul, je pense que c'est une énorme connerie parce que je vois bien comment tu peux standardiser un service et pouvoir accueillir plus de volume de clients. Maintenant, selon moi, ça te mène à ta perte parce que tu vas forcément perdre en qualité et en soins clients, en care client. Or, c'est l'avantage injuste de toute agence de service, c'est d'avoir des consultants qui s'occupent aux petits oignons de clients qui en général ont besoin d'être aidés sur un sujet précis, mais ne se rendent pas compte, ont aussi énormément besoin qu'on les pouponne. Et ils payent beaucoup pour être pouponnés. Donc les agences productisées, je n'y crois plus beaucoup et je me dis que si tu veux standardiser quelque chose, fais un SaaS. Si tu réfléchis, SaaS c'est software as a service, c'est du logiciel qui délivre du service. Vous voyez le synonyme entre agence productisée et logiciel qui délivre du service. En fait, si tu es malin, soit tu fais un SaaS, soit tu fais une agence. Et si tu regardes, moi j'aime bien, je me suis énormément formé au marché du private equity l'année dernière. Donc c'est le private equity, ça va être le marché de financiers qui vont racheter des sociétés entre 5 et 50 millions d'euros. Ça s'appelle le private equity, je le grossis le trait. Dans le private equity, tu as des fonds de private equity qui rachètent des agences, tu en as qui rachètent des SaaS, il n'y en a aucun qui rachète des agences productisées. Donc, c'est un agent économique qui n'existe pas, les productized agencies. J'en suis arrivé à cette conclusion, mais je comprends... On lui enverra le replay pour qu'il puisse... Avec un droit de réponse, vu qu'on fait les choses bien. On en débat tout le temps, et c'est bien d'être en désaccord parfois avec ses associés aussi. Donc, c'est intéressant, mais... Je trouve que la façon la plus intéressante de faire une agence, c'est d'essayer de créer c'est de faire McKinsey ou Havas. Si tu penses meilleure agence dans le monde, c'est McKinsey, Havas ou Publicis. C'est des agences qui arrivent à vendre des consultants jusqu'à des 10 000 € la journée. C'est ça la bonne quête d'une agence.
C'est pas d'arriver à standardiser son service pour mutualiser son consultant sur 20 clients au lieu de 2. Non. Donc je pense que c'est une mauvaise quête et que les gens s'en rendent pas compte. Gab, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Désolé frère, je t'ai vendu une formation, mais on te la remboursera, t'inquiète. Par rapport à ça, est-ce que tu as des questions par rapport à la Productize, à Gency? C'était ça la... Alors, je le redis juste pour le replay. Du coup, tu parlais de productiser le produit. Le produit. Alors qu'il y a la livraison. Ouais, voilà. Tu as tout à fait raison, et c'est le point que j'oublie, et c'est là où mon cofondateur a tout aussi raison que moi. En fait, il ne faut pas productiser le guichet, le front de client, donc pas productiser ta relation client, la façon dont tu le délivres, ton savoir rare, souvent en disant du marketing, une agence de marketing. Par contre, tu peux faire 10% d'économie d'échelle ou gagner 10% de scalabilité ou de passivité en automatisant ton back-office. Ça peut être les reports clients. Et ça j'y crois beaucoup parce que je l'ai vu et Panam fait ça très bien chez nous. Il crée des softwares internes, des dashboards pour les agences pour qu'elles gagnent 10% dans leurs unités économiques d'agence. Maintenant, c'est un sujet d'optimisation. C'est génial pour optimiser 10%. Ça n'est pas la quête, c'est une quête secondaire, l'optimisation. La quête principale d'une agence, c'est d'avoir la meilleure marque pour vendre les consultants les plus chers, attirer les meilleurs consultants et avoir une relation et un service commercial performant. Tout à l'heure, tu disais un truc, et je vais juste remettre le doigt dessus, sur le consultant, il doit en effet délivrer le truc pour qu'on le paye, mais il doit surtout prendre soin de son client. Cette semaine, j'ai eu le cas où j'ai parlé à 2 personnes qui collaborent ensemble, il y a un prestataire et un client, 2 membres du mastermind qui font du business ensemble. Il y en a un qui vend des formations, l'autre qui vend un service. Donc c'est le truc typique, ici il y en a plein qui font ça. Et dans la même journée, le mec qui vend le service, et je ne vais pas le nommer, il dit « c'est la merde, j'ai pas de résultat. Là, ce que je fais ne fonctionne pas. » J'ai le call d'après, j'ai le formateur, qui est également membre ici, et qui me dit « mais en fait, c'est génial la manière dont il m'accompagne. » Donc c'était incroyable de voir cette perception. Et donc oui, en effet, c'est 2 métiers le service. C'est en effet, il faut savoir charbonner, il faut faire le boulot. Mais le care, c'est extrêmement important. Et là, je te rejoins à 1000%. J'en ai parlé à Baptiste 1000 fois. Maxence, on en parle très 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 souvent. C'est quoi la répartition pour toi, la bonne, en gros, l'impact comme ça? Bon, à 50-50. Je dirais il faut être expert dans ton métier que tu vends, dans ta skills que tu vends. Et le care client compte pour 50%. Donc, merci de valider cette théorie. Trop cool. Est-ce que Maxence, tu as une question par rapport à ça? Par exemple, Julien, peut-être aussi, vous faites du service, Mehmet? Je répète la question pour le replay. Du coup, comment on fait pour accompagner et aider à maturer des profils de 17-27 ans qui sont en concurrence avec des repeat entrepreneurs quarantenaires? C'est une très bonne question. Alors, en fait, j'aurais dû en ramener un ou deux avec moi pour que vous voyiez un peu les animaux que c'est. Ils ont 17-27 ans, mais intellectuellement, ils n'en ont pas l'air. Et d'un point de vue maturité sociale, en général, en fait, ce qui définit ce qu'on appelle un drop-out, c'est sa capacité à comprendre les codes avant tout le monde. Donc, tu as l'impression de parler à des trentenaires. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Nous, on sait qu'on parle à des très jeunes. Donc, on fait vraiment attention à ce qu'on fait dans la façon dont on les accompagne. Sur comment on les accompagne pour qu'ils maturent bien, en vrai, les cartes sont dans leurs mains. Si je suis 100% honnête, le succès dans notre travail, il se passe sur la détection. Si on détecte les meilleurs très jeunes, on peut leur faire gagner 2, 3, 4 ans d'exécution et leur éviter quelques erreurs létales et leur apprendre notre art du product market fit, du prototypage. Mais en vrai, ils l'auraient appris sans nous en 10 ans et ils auraient réussi. Donc, ils sont naturellement brillants. Ce qu'on fait pour eux qui a beaucoup de valeur, en fait, c'est déjà les rassembler en communauté. En général, ils sont dans un lycée ou une école où ils n'ont pas de copains qui leur ressemblent. Ils se sentent assez seuls. Et nous, on crée un environnement qui est basé sur une stratégie simple, c'est tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc, quand tu mets aujourd'hui, on a une trentaine d'entrepreneurs dans The Quest. Quand tu mets une trentaine d'entrepreneurs dans un vase clos, entre guillemets, qui sont tous très singuliers, très nerds, très geeks et très matures pour leur âge, en fait, ils se tirent tous vers le haut et le groupe tire tout le monde vers le haut. Alors que si tu les mettais dans un lycée lambda, tu vois, presque ça nivelle le niveau vers le bas. Donc nous, il y a une vraie valeur à la communauté de nerds drop-out. Ensuite, on crée un pool d'investisseurs qui aiment ces profils-là et donc on leur facilite la levée de fonds,
on leur trouve des advisors qui aiment ces typologies-là, qu'ils auraient beaucoup plus de mal à trouver ailleurs. Et la dernière grosse valeur, je pense qu'on fait pour eux, c'est que dans la phase d'orientation, d'idéation, au tout démarrage, quand on travaille avec eux, on fait en sorte de les orienter vers des idées de projet et des problèmes entrepreneuriaux à tacler, sur lesquels les 17-27 ans ont un avantage injuste comparativement à des quarantenaires. Donc par exemple, on fait beaucoup plus d'applications mobiles consumer pour une raison très simple, c'est que les prochains Facebook viendront forcément d'un mec de 20 ans. Et parce que c'est des gens qui voient l'avenir et qui vivent déjà dans l'avenir au présent. Donc on ne les envoie pas sur du B2B SaaS ultra chiant, à moins qu'ils en aient les caractéristiques personnelles. Ce qui peut arriver, hein. Il y en a qui, tu vois, ils ont 20 ans, ils sont déjà à moitié en costard et ils te vendraient du SaaS parfaitement comme un quarantenaire. Mais la majorité, ils sont meilleurs en B2C. Et ça, ils ne le conscientisent pas. Et parfois, ils vont se lancer dans une idée super chiante B2B où ils vont se faire balayer par un quarantenaire. On leur explique qu'en fait, stratégiquement, ce n'est pas une bonne stratégie. Et moi, ce que je vends, c'est une communauté. Enfin, tu as devant toi. C'est très compliqué de... Alors, l'impact d'être dans une communauté, dans un mastermind, moi, je l'ai vécu à titre personnel. J'ai changé radicalement de business model dans un jacuzzi avec Gaspard, le cofondateur de Mime. Il m'a raconté une anecdote, j'ai rebondi dessus, on a discuté, on a bu 2 bouteilles de Chablis, j'ai fait 8 millions de plus l'année d'après. Donc 8 millions sur 11 du groupe. Donc c'était vraiment, cette conversion dans le jacuzzi, elle a été vraiment rentabilisée pas mal. Mais ça, c'est très compliqué à marketer. Et donc, il y a la puissance, et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je mets je mets de plus en plus des temps libres pour justement créer, pendant les rencontres, créer juste l'occasion de discuter avec un tel et avoir une petite graine qui se plante et que ça fasse un changement quantique dans le business. Moi, je l'ai moi-même vécu, mais c'est très compliqué à marketer parce qu'en fait, si tu n'es pas conscient de ça, c'est très délicat. Et donc, toi, en fait, tu es un peu sur le même modèle, à part que toi, tu t'associes avec eux. Oui. Et en fait, ça, comment tu leur fais prendre conscience que ça va être ultra important d'être en communauté? En fait, je pense que qu'ils aient 17 ou 40 ans, tu ne peux pas faire prendre conscience. Si les gens ne comprennent pas que le grand secret de la vie, c'est tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus, que ce soit ton amoureux, ton amoureuse, tes amis, tes associés ou tes collègues, ou tes potes entrepreneurs. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris un truc fondamental. Moi, je ne me bats pas avec les gens qui ne l'ont pas compris. Et donc, c'est un filtre à l'entrée. Si tu postules chez nous, c'est que tu l'as compris. Et moi, le fait que tu l'aies compris, c'est un indicateur que j'ai envie de miser sur toi. Si tu l'as pas compris, que tu me dis, ouais, est-ce que la communauté va vraiment apporter de la valeur? Aussi intelligent sois-tu, je te refuse. Parce qu'en fait, c'est ce qui va te faire défaut dans l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi une aventure humaine. Si tu ne comprends pas que les autres sont ton miroir et tu es leur miroir et tu as besoin d'eux pour évoluer et que tu ne pourras pas réussir tout seul, tu auras besoin de cofondateurs, tu auras besoin d'employés, tu auras besoin d'une équipe. Si tu n'as pas compris ça, si tu penses que tu es plus fort que tout le monde et que tu as besoin de personne, tu vas évidemment te prendre les pieds dans le tapis. Et moi, je ne me bats pas avec les gens qui pensent ça. Ouais, très clair. Est-ce qu'on a des questions pour Max? Ouais, Norton? Tu as dit tout à l'heure là, que c'était hyper important, que tu parlais beaucoup de valorisation d'actifs en termes tech surtout. À quel point toi tu as vu dans ton parcours des valorisations d'actifs au niveau pédagogique ou méthodologique? Je ne suis pas du tout dans un truc tech, mais par contre on a un truc du côté plus humain, pédagogique, méthodologique qui fait la différence. Ton actif, c'est ta méthode? Ouais. Ok. C'est une méthode pédagogique. Exactement. Ok. Si je simplifie, en général c'est un bon exercice, t'es une école. Oui, clairement. Ouais. Ok. Une école, ça va se valoriser 15 fois les l'EBITDA. C'est un des meilleurs multiples du marché. Et du coup, avec ça, si tu veux après passer à l'international et tout ça, est-ce que tu irais du côté levée de fonds? Est-ce que tu as vu des échecs avec ça? Est-ce que tu irais du côté publishing? Faudrait que tu me parles plus de ton business model, tes clients, etc. Mais non, je ferai en sorte de... Tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui annuel? 800? J'irai faire 2 années consécutives 2 millions et à ce moment-là, j'irai voir des banques pour financer ma croissance. Jean, tu avais une question par rapport à la question de Norton? Simplement, pourquoi c'est aussi élevé le multiple sur les écoles? Pourquoi ouais. Parce qu'une école qui a une bonne marque installée, elle va tenir longtemps dans le temps. Et donc, tu vois, je pense que c'est fait pour ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai rationalisé. Les meilleurs multiples, c'est les SaaS et les écoles. Ça fait partie des meilleurs business models qui ont des meilleurs multiples. Et très simplement, quand tu vois que tu as un SaaS qui fait, 5 millions d'ARR, le mec, il rachète.
en rachetant, alors, fut une époque, c'était 15-20 fois les l'EBITDA, aujourd'hui, tu es plus à 10, voire 7, en multiple sur les SaaS, ce qui est pour plein de raisons exogènes et conjoncturelles. Mais le mec qui le rachète se dit, si je rachète et que je tiens 7 ans, j'ai remboursé ma mise. Là, sur une école, c'est pareil. Une école, c'est difficile, une fois qu'elle a un certain niveau de revenu, une marque installée, pour la faire s'effondrer, presque il faut le vouloir, tu vois. Parce qu'en fait, si tu regardes les écoles sur le marché, tu prends n'importe quelle école post-bac, parmi tous les clients qui en sont sortis, donc les étudiants, trouve une école dont plus de 50% des étudiants la recommandent chaudement en privé quand il n'y a pas de caméra. On ne trouve pas beaucoup. La satisfaction client d'une école, elle est éclatée au sol. Malgré ça, les écoles arrivent à continuer. Parce que c'est un business de l'espoir, je pense qu'il y a plein de raisons. Mais c'est des business qui durent bien dans le temps. Donc structurellement, leur multiple de valorisation est assez élevé. Là où tu vois sur les agences, prenons les agences, c'est pas un très bon multiple. Une agence, c'est disons 2 fois et demi les l'EBITDA sur une agence. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'actif principal d'une agence, c'est ses consultants et ses fondateurs, ses partenaires, ses directeurs. Quand tu rachètes une agence, tu arrives à loquer entre 2 et 4 ans les fondateurs et les équipes, avec différents mécanismes d'incentive financiers. Bah, tu vois, en fait, ça veut dire que... Et en général, ils se barrent tous au bout de 2 ans. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, ce que tu as racheté, il s'est barré. Et donc, ton multiple, il est 2 fois et demi parce qu'en fait, c'est en 2-3 années que tu rembourses ta mise de ton achat. Aussi bête que ça. En vrai, on essaie toujours de complexifier les choses alors que revenir à des fondamentaux de l'offre, la demande et la simplicité des marchés, ça t'aide à comprendre le design des choses. Il y avait Jessica, je crois, Alicia et après Joe. Jessica, tu avais ta question ? Donc, si j'ai bien compris ta question, entre vente client et care à 50-50, pour toi, si j'ai bien... Ouais, pour mettre en place vraiment la partie vente à 50%, est-ce que c'est vraiment que des systèmes que tu mets en place où du coup c'est prédictible et tu es sûr que tu vas vendre et tu n'as plus de but qu'à t'occuper du client ? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la valeur d'une agence, du prisme d'un client, c'est 50% la qualité de l'expertise, de delivery, de ton expertise, disons que tu vends du design ou du SEO, et 50% à quel point tu prends soin de tes clients. Et donc ça peut être avoir des consultants super sympas et super forts socialement, mais ça peut être avoir un système automatisé de report toutes les semaines, donc tu donnes de la visibilité. Il y a plein de façons de faire du care client. Maintenant, donc, tu as le delivery de ton expertise métier, le care client, disons les account managers, les gens qui brossent dans le sens du poil, et après tu as ton équipe sales qui vont chercher du nouveau business. Mais il faut presque scinder la boîte en 2 ou 3. Je rigole parce que je pense à Maxence qui est devant moi. Il passe son temps à faire des audits, il fait du media buying méta, Maxence. Il passe son temps à faire des audits, à passer derrière des media buyers qui sont vraiment pas bons, mais qui rendent amoureux les clients. Tu passes ton temps en fait à démonter ce truc-là. Donc je rigole par rapport à ça parce qu'en fait techniquement ils sont éclatés, mais par contre ils ont réussi à rentrer dans le cœur de trucs. Et il y en a eu 4 ou 5 cette année, donc c'est vraiment souvent quoi. Donc c'est assez drôle. Ouais, 50%. Ouais. Mais c'est vrai que ça, dans l'économie réelle, c'est négligé à quel point il y a énormément d'entreprises dont le produit ou le service est nul, mais qui ont une super équipe de care clients. Et c'est pareil pour les startups. Moi, je le vois, au démarrage, ton produit il est toujours nul. Que tu sois excellent ou pas, ton produit il est nul. Ton SaaS ou ton app mobile. Et moi, ce que je dis aux fondateurs, c'est tes 100 premiers clients deviennent leurs meilleurs amis. Donc déjà, ça te permet de bâtir une communauté entre guillemets de fanatiques qui vont aller dans les campagnes, parler de toi. Or, pour atteindre la scalabilité, les effets composés, il faut le bouche à oreille est le meilleur canal d'acquisition parce qu'en fait, c'est comme un virus, ça se répand. Et c'est le propre de la scalabilité, c'est que ça se répand. Et je leur dis, il faut que tu sois dans les DM de tes clients quasiment 1 fois par jour. Et pour faire des blagues ou pour prendre de leurs nouvelles ou pour leur poser des questions. Mais il faut que tu sois leur pote. Et tous... Et très souvent, nous on a un Slack où les boîtes nous envoient des screenshots et on voit, il y a des clients qui disent « Alors le produit, bon, il y a ça qui ne marche pas, il y a un bug ici, etc. Mais j'adore te parler, c'est trop cool. » Et les gens, ils payent pour ça aussi au démarrage. Et on néglige ça. Ercole, il en parle, j'arrive pas à prononcer son nom de famille à chaque fois. Jonathan Angelov. Ouais, pardon. Il le dit en fait que son produit, il n'a pas fonctionné mais pendant des années. Mais par contre, il avait une base fan de ouf.
Ah, il, c'est passait vrai, son c'est temps vrai. il passait son temps à corriger des bugs, parce qu'en plus, c'est un truc compliqué, ce qu'ils font. Et il en parle justement, il en parle il assume entièrement le fait qu'il y avait une médiocrité en termes de produits et une médiocrité technique, quoi. Mais c'est marrant, en ce moment, donc une de nos apps s'appelle Crécré, c'est une app d'amélioration de la relation en couple et de la communication en couple. Donc je m'intéresse énormément depuis un an à tous les sujets de qu'est-ce qui font que les couples vont bien ou pas bien, etc. Et on a remarqué un truc marrant qui s'applique du coup à ça, c'est en fait il y a plein de couples où ça va pas bien, mais ça tient pour une raison, c'est que donc là il y a une personne qui fait des reproches à une autre. Et si l'autre refuse ses reproches, en général, le couple va péter au bout de 6 mois. Par contre, si celui qui prend les reproches dit « tu as raison, j'en suis conscient, je vais m'améliorer », mais quand même, il met 5 ans à s'améliorer, la personne peut rester 5 ans avec lui. Et c'est exactement pareil que ce qu'on raconte. C'est exactement ça. Ton produit peut être pourri. Si tu promets à tes clients que demain, tu seras meilleur, en fait, ça tient. Ok, donc On arrêtez. aime l'espoir. En fait, on aime bien se faire vendre de l'espoir, les humains, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Donc arrêtez avec l'honnêteté, s'il vous plaît. Alicia, tu avais une question. C'est ta réponse. Joe. C'est bon? Bah dis donc. Je sais plus, il y a Norton. Non, il y a Yvan. Yvan, dis-moi. Une question sur le début. Alors il y a un truc que j'ai trouvé marrant, tu parlais avec Hugo de son projet et tu lui as posé une question, t'es focus en mode combien? Il a dit 80%. Il a dit ah ouais 80% c'est bien. Quand on est, il y a beaucoup d'entre nous qui sont multipreneurs entre guillemets. Ouais. Et justement c'est quoi pour toi cette relation avec le focus? Putain, Tu te rappelles, je t'avais posé cette question dans le podcast. T'avais détesté en plus, je me rappelle, t'étais décomposé. Non, alors, Toi aussi, je t'ai posé, je crois, la question, je me rappelle. Ouais. la question, quand on me la pose, forcément, je suis un cordonnier mal chaussé. Je suis défocus, mais il faut comprendre que je joue dans un modèle économique où j'ai le droit d'être défocus. Mon métier, c'est de miser sur plein de gens. J'ai quasiment, si tu veux le voir, on faisait l'exercice de trouvons de la simplicité. Ce que je fais, je peux l'appeler startup studio, incubateur, comme tu veux. Je suis un fonds d'investissement. Si tu prends la façon la plus simple de l'expliquer. Que je déploie du capital humain pour aider les jeunes ou du capital financier pour leur donner un chèque de 100K, je suis un fonds d'investissement. J'investis quelque chose en échange de quelque chose. C'est mon modèle. Donc j'ai le droit de défocus. Le problème des multipreneurs, c'est que dans 95% des cas, quand je parle avec eux, ils n'ont jamais été focus une seule fois de leur vie. Et donc, il est là leur coup d'opportunité. S'ils avaient été focus une seule fois de leur vie, ils verraient à quel point le fait d'être focus pendant à minima 3 ans, ça te change ta vie parce que tu as des effets composés. L'année 1, c'est dur. L'année 2, c'est encore dur. Et l'année 3, tu te dis, putain, c'est plus facile. Il y a plein de choses qui sont en train de s'imbriquer. Il y a des opportunités qui viennent à moi. Et le plus tu avances, si tu fais l'année de 3 à 5 et de 5 à 10, les effets composés comme ça sur ta marque, tes talents, ta marque employeur, ta compréhension du marché, ton réseau d'investisseurs, tes relations avec les banques, tout ça a des effets composés. Quand tu n'es pas focus, tu ne vis jamais ça et tu ne comprends pas ce que tu perds. Donc il y a un coup d'opportunité à ne pas l'être. Le problème, c'est que je ne sais pas comment résoudre ce problème, c'est que si tu ne l'as jamais été, tu ne peux pas comprendre ce que je raconte là. Quand tu l'as été, tu peux le comprendre. Et moi, j'ai déjà été focus. J'ai juste décidé de faire le pire business model du monde, mais qui avait comme vertu de nourrir mon défocus et ma créativité. Mais toi, tu travailles sur plein de projets. Moi je parle de l'année 3 justement, comme tu commences à avoir les bénéfices, les intérêts, et puis il y a ces trucs qui arrivent autour. Et faut à la fois que tu consolides et que tu continues à faire avancer le premier projet, mais tout ce qui est autour, c'est intéressant. Et justement, tu parlais de ne pas faire d'opérationnel, de mettre les personnes au bon endroit, que le deal soit dès le début. Là, je ferais que des conseils. Ça marche pas, parce que même si tu mets, comme tu dis, tu prends pour disons, tu as 3 entreprises. Il y en a une qui marche mieux que les autres, et tu as de la chance, c'est aussi celle qui te plaît le plus. Moi, je te dirais, focus 100%, mets tous tes efforts dessus, et l'objectif, c'est que dans 10 ans, la taille soit x100 ou x1000. Et donc toi, si je comprends bien, tu as 2 autres entreprises à côté, tu vas me dire « Ouais, mais je vais mettre des directeurs généraux dans chacune des entreprises. » Sauf que ça ne marche pas parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que gérer des gens, ça prend du temps. Même si les directeurs généraux sont bons, ils partent, il faut les remplacer. C'est de la charge mentale. Et c'est ça le défocus. C'est toute cette petite charge mentale cumulée parce qu'on a aussi la charge mentale personnelle, notre couple, nos amis, notre famille, etc. Donc vraiment, genre, si tu as 3 boîtes, je te conseillerais de te concentrer unique. En tout cas, si tu es frustré La question, c'est une question de frustration. Si tu es heureux comme ça, continue comme ça. Si tu es frustré de ne pas être aussi successful et connu que ce que tu rêves d'être, c'est que tu n'es pas assez focus. Alors continue comme ça. Norton? Hugo, t'avais levé la main aussi? Je sais plus. Non? Norton? Norton, il est suisse, il prend des notes et tout, tu peux pas... il est réglé comme une horloge. Trop bien. Ça fait depuis le début que j'ai créé mon truc en tant qu'école, c'est pas mon nom et tout, mais concrètement, j'ai une boîte de formation en ligne et ma première accompagnement. Pour toi, c'est quoi la différence entre
une école qui va être valorisée pour relever des fonds avec on peut aller emprunter dans une banque et une boîte de formation en ligne, comme ce qui est mon cas actuellement. Il n'y en a pas. C'est juste que tu n'as pas compris que tu étais une école. Tu n'as pas été parler à des banquiers qui rachètent et financent des écoles. Et le jour où tu parleras à ces gens-là, ils vont te dire, OK, ta boîte aura de la valeur si tu as tel chiffre en coût d'acquisition, tel chiffre en LTV et que ta marque a telle résonance. Ça va faire tilt et tu vas faire, OK, c'est les 3 trucs sur lesquels il faut que je bosse. Tu vas bosser dessus et tu vas devenir une école. Simple. Et là-dessus, vraiment, regardez vraiment comment Blondie communique. Toi, tu es excellent là-dedans. Rajouter une couche autour d'une activité qu'on pourrait expliquer très simplement. Ah oui. Et tu étais excellent dans le branding. Du coup, est-ce que là-dessus, t'as des conseils? Enfin, c'est délicat aussi ça à modéliser et à transmettre, mais... Ouais, essayer d'écrire... en fait, le conseil le plus simple là, en 1 minute que je pourrais vous donner, et le plus intelligible, c'est les marques d'entreprise sont globalement ultra chiantes dans 95% des cas. Donc, inspirez-vous des films, des séries, des romans, du monde artistique pour voir comment ils ont créé des marques de films, marques de séries, marques de romans, marques même artistiques. Et demandez-vous leur méthode d'artiste, vous allez les appliquer pour faire la marque de votre entreprise et être différent, pas chiant. Et rien qu'être pas chiant, c'est un avantage injuste, incroyable, parce que vraiment 95% du monde corporate et entrepreneurial est chiant à mourir. Je partage. Est-ce qu'il nous reste des questions? Gab? Sur The Quest, vous êtes pas mal de cofondateurs. On est 5, ouais. 5 cofondateurs. Vous avez réparti vos rôles comment? Oula, ça change. En fait, déjà, il y a eu une répartition des rôles quand on a un peu mieux compris notre business model, quand on a rebrandé. Donc, disons que depuis 5 ans, tous les ans, on itère un peu là-dessus. Pour tout te dire, hein, tu vois, les 3 premières années, on avait un système qu'on appelle de champion, où à chaque fois qu'un entrepreneur rentrait dans The Quest, il avait un référent pendant les 12-18 mois de son accompagnement. Donc moi, je m'en occupais de 2, un de mes associés s'occupait de 2 autres, etc. Ça marchait bien, mais il y avait quelques soucis sur le fait que des entrepreneurs étaient frustrés de ne pas avoir plus de monde. Maintenant, on avait de la très bonne perf. Là, depuis 2 ans, on essaye le modèle du funnel. Donc moi, je m'occupe de la détection. Donc je fais de la communication et c'est moi qui fais les appels pour juger est-ce que tu rentres ou pas dans The Quest. Je fais l'onboarding avec eux sur la phase d'idéation, leur deck de pré-seed, identification du problème, solution, etc. Toute la partie vision. Et après, ça passe dans les mains de mon associé Robin. Et au bout de 3 mois, ça passe dans les mains de mon associé Adams, puis Julien, puis Panam, etc. Donc on fonctionne en funnel. Ça va nous permettre de faire un peu plus de volume. Ça a encore des défauts et des qualités. Mais nous, on est une équipe de généralistes de l'entrepreneuriat et nos entrepreneurs sont spécialisés sur leur marché ou leur sujet. Donc, par exemple, si tu es un jeune et que tu viens nous voir pour nous dire je veux faire un nouvel outil blockchain, disons, si au bout de 3 mois, tu n'es pas meilleur que nous et que tu ne nous apprends pas des trucs sur la blockchain, c'est inquiétant. Nous, par contre, on peut t'aider sur les fondamentaux entrepreneuriaux, comprendre la finance, comprendre l'association entrepreneuriale, la RH, etc. Donc, on est des généralistes, on a à peu près tous les mêmes skills à quelques différences près. On se ressemble beaucoup avec mes associés quand même. Voilà, on s'est organisé comme ça, mais c'est très propre à notre business model. Il pourrait y avoir un prof principal, il pourrait y avoir un modèle hybride entre les deux. C'est un peu le prof principal qui, à la fois, tu as des experts sur chaque partie du funnel, mais également un mec qui te suit. On y a réfléchi, mais j'y crois pas trop. Ça, c'est le modèle d'une école. C'est pas le modèle d'une école d'entrepreneuriat, selon moi. L'entrepreneuriat ne s'apprend que sur le terrain. Et nous, et c'est pour ça que je prends le parallèle des centres de formation de football. Tu n'apprends pas le football 10% en regardant un écran et en regardant des schémas de jeu. Mais 90%, tu fais ton œil sur le terrain en faisant des passes et des centres. Et nous, on doit être sur le terrain. Donc, le meilleur système qu'on a vu, c'est d'être sur le terrain avec eux. Et donc, pour ça, c'est compliqué qu'il y ait un prof principal. C'est pas vraiment, c'est pour ça que je dis école d'entrepreneuriat pour le vulgariser, mais le Startup Studio est une meilleure explication. On sort de terre tous les ans une dizaine d'entreprises. Très bien. Est-ce qu'il reste des questions? Ouais, Joe. Et c'est quoi votre objectif? C'est la revente? Tu viens de cramer ma dernière question. L'objectif, c'est la revente. Alors, non, nous, l'objectif, il est dans le nom, c'est la quête. Moi,
si j'avais démarré il y a 5 ans un seul SaaS ou une seule app mobile, je pense que je serais à plus de 30 millions d'ARR en cash flow propriétaire sur mes bilans comptables, j'aurais un levier bancaire, je serais richissime et voilà. J'ai décidé de ne pas faire ça parce que ça ne m'amusait pas et que j'aime trop le défocus et j'aime trop la créativité et que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas l'argent, mais c'est m'élever intellectuellement et humainement. Donc The Quest, ça ne se revendra, même si on tient encore 5-7 ans, ça ne se revendra pas bien pour une raison simple, c'est que tu vois, on fait des SaaS, des apps mobiles et des deep tech. Et en fait, c'est trois sous-typologies d'actifs des startups qui font qu'aucun fonds d'investissement n'acceptera de nous racheter dans 5, 7, 10 ans. Et démanteler, ça vaudrait pas le coup parce Par que... contre, c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire que c'est une société qui va forcément vivre 100 ans. Et que, alors la question c'est combien de temps on va l'opérer intensément. Ça fait 5 ans, j'ai envie qu'on fasse à minima 50 plus. Dans 10 ans, on regardera le portfolio, on regardera l'ARR cumulé de ces boîtes-là, on regardera lesquelles, j'espère, sont rentrées en bourse, lesquelles... on a déjà, pour te dire, on a déjà fait 2 exits, des petits, hein, et on en a, je pense, 2 nouveaux qui vont arriver en 2025, un peu plus gros déjà, tu vois. Donc on voit comment ça progresse, mais oui, on est un fonds d'investissement et j'aimerais que déjà, j'aimerais faire ça très très longtemps, hein. J'ai pas trouvé le jeu qui m'amuse plus aujourd'hui. C'est très très fatigant, mais c'est très très amusant. Donc, et tu vois, là par exemple, je peux te le dire, hein, avec 22 millions d'ARR dans notre portfolio, dont on détient en moyenne 20% des parts de ces sociétés-là, donc le cash flow, il n'est pas propriétaire. C'est pas mon bilan comptable, les 22 millions d'ARR. En revanche, certaines de ces sociétés commencent à délivrer depuis 1 ou 2 ans des dividendes. Donc déjà, ce qui est super agréable, ce que je n'avais jamais vécu, c'est qu'il y a des fois, je reçois un mail et on me dit envoie ton RIB, on doit t'envoyer plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah, hyper agréable. Et là, pour le coup, c'est des sociétés dont on n'est plus dans l'opérationnel, on répond quelques fois par an au téléphone quand il y a des énormes urgences et qu'il faut les aider. Mais je ne travaille plus pour ces sociétés-là, et donc c'est de l'actionnariat, nous renvoie des dividendes. J'aimerais qu'à l'avenir, tous les 10 jours, je reçoive un mail pour qu'on m'envoie des dividendes, et qu'il y ait quelques reventes, mais surtout, j'aimerais bien qu'on fasse une IPO. Je serais curieux intellectuellement de vivre une entrée en bourse, une IPO. Parce que l'exit, je l'ai déjà vécu, je vois le processus, je ne vais pas apprendre beaucoup plus, je pense. On en a déjà fait 3-4. J'espère les IPO, ça m'amuse bien. Ouais, Mehmet. Une question pour un créatif comme toi, c'est quoi le référentiel justement pour savoir qu'un projet tu vas te lancer dedans justement parce qu'il t'amuse et que tu arrives à t'enrichir humainement justement. C'est quoi le référentiel là-dedans? Comment tu décides? On a un barème avec une dizaine de choses à cocher. Ce qui est assez drôle, c'est que parfois, on accepte des entrepreneurs en ne cochant qu'une seule de ces 10 cases. Parce que les startups sont des exceptions et que dans certains jeux, avoir qu'un seul super pouvoir sur les 10 de notre barème, ça te permet d'aller au bout. Par exemple, si tu es associable au possible, mais que tu es un ingénieur de génie, développer un nouveau layer blockchain, comme dire, je sais pas, je développe l'Ethereum de demain ou le Bitcoin de demain, il suffit juste d'être un énorme geek pour réussir cette boîte-là. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus. Par contre, il y a des boîtes qui demandent d'être un bon sales, d'avoir une énorme énergie, d'être hyper sociable. Et donc, si je dois donner un triptyque sur comment on accepte des boîtes, c'est 1, le jeune en face de nous est singulier. Singulier, c'est quoi? C'est qu'avec 1000 candidatures par an, tu vois direct ceux qui sortent du lot. Donc singulier, c'est pas une très bonne image, mais c'est sortir du lot. Tu as quelque chose de différent, tu as une flamme, une énergie différente. Et donc il y a ça. Ensuite, tu as une conviction sur un marché ou une problématique et que tu veux résoudre avec un produit tech, app mobile, SaaS, etc. Et donc c'est quoi une conviction? Et ça, c'est assez rare. C'est j'ai identifié ce problème, par exemple la communication de couple. Je pense que la manière de le régler, c'est de faire un WhatsApp spécial couple. Ce pitch-là, je ne l'entends pas tous les jours, alors qu'on m'en pitch beaucoup des startups. Ce pitch-là, c'est une conviction. De dire, les couples ont besoin d'une app de messagerie dédiée, avec des fonctionnalités dédiées. Ça, c'est une conviction. Et c'est quelqu'un qui veut se battre pendant 10-15 ans sur cette vision. Donc, la conviction, important, l'énergie. Et 3, c'est marché très grand ou très grandissant. Les startups doivent forcément se positionner sur des très très gros marchés. Airbnb, c'est le marché de l'hospitalité, c'est l'hôtellerie, c'est un énorme marché international. Facebook, c'est la socialisation, tu vois. Si tu me dis, je veux faire un réseau social de partage de cours entre étudiants, j'y vais pas. Si je demandais à un banquier dans le private equity, il me dirait, pas de marché pour ça.
Et c'est pour ça qu'aucun étudiant n'arrive à percer avec ça d'ailleurs, mais ils ne le comprennent pas. Donc nous, on va sur des gros marchés ou alors des marchés de niche dont on estime que dans 10 ans, ce ne sera plus des marchés de niche, mais des marchés extrêmement énormes comme, disons, il y a 10 ans, la crypto-monnaie. C'est le triptyque. Est-ce que demain, investir dans des boîtes à déployer du capital plutôt que de coopérer la boîte, est-ce que c'est un projet pour vous? Ouais, mais c'est un peu ce qu'on fait. Hein. Aujourd'hui, on a 2 sociétés. On a The Quest, le Startup Studio, où on déploie du capital humain. C'est notre temps qu'on donne contre l'equity. Et on a The Quest Hippodrome, qui est notre fonds d'investissement. On lève de l'argent auprès de Business Angel. Et on va, à chaque jeune qu'on accède dans The Quest, déployer 50 000 euros. Et Xavier Niel, avec son fonds Kima, mettre 50 000 euros en automatique qui suivent. Donc on déploie, on le fait déjà, ouais. Et du coup, bon, même si Joe m'a grillé la priorité, j'allais te poser la question, c'est quoi la suite pour vous? Voilà, je te repose un petit peu la question par rapport à ça. Là, la suite sur 2025, c'est de vendre nos 2 dernières agences pour vraiment pouvoir être 100% concentré et culturellement focus sur du produit tech. Et tu vois, l'année dernière, on a fait 7 nouvelles startups. Pour que notre modèle tourne bien, il faut en faire 10. Donc l'objectif, c'est d'arriver avec les 1000 candidatures qu'on va avoir en 2025, pas d'avoir 7 jeunes singuliers, mais 10. Trop bien. Trop cool. Merci beaucoup, Max. Merci les amis. Merci beaucoup.